Bonjour, ici Piero San Giorgio. Je suis ici à Kingston, dans l'État de New York. Comme vous le savez peut-être, j'ai souhaité investir un peu de sous, le billet d'avion et puis le tarif de la conférence, pour venir assister et rencontrer Gerald Celente. Gerald Celente, je l'ai cité dans mon premier livre, Survivre à l'effondrement économique. Eh bien, c'est un forecaster de trends, c'est-à-dire quelqu'un qui étudie les tendances des marchés, les tendances des sociétés, et c'est l'une des personnes qui, d'une part, a eu beaucoup de succès dans ses prévisions de trends au cours des années 80, 90 et 2000, mais surtout, c'est quelqu'un qui a vu, comme bien d'autres, comme moi-même, j'espère, malheureusement, eh bien, un certain délabrement des structures économiques, financières, des ressources naturelles du monde. Et donc, c'était important pour moi de tout d'abord venir le remercier en personne de ce qu'il a fait. Je trouve que c'est normal et important parce que j'ai eu la chance d'avoir un peu de succès avec mes livres et surtout d'avoir changé de vie, d'aller remercier des gens qui ont contribué à cette prise de conscience, à ce changement. Et donc, je tenais à le faire. Et puis, ça me donne l'opportunité peut-être de partager avec vous certains éléments de cette conférence afin de voir comment nous pouvons tous tirer parti. Alors, vous voyez derrière moi ici le bureau du Trend Institute. C'est un journal, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, The Trends Journal. Donc Gerald fait des vidéos pratiquement quotidiennes pour parler des nouvelles. Il fait un commentaire comme faisait dans le temps Guy Bedos à l'époque où il était très drôle. Il faisait des commentaires de l'actualité. Et bien lui fait des commentaires, mais surtout il a cette publication trimestrielle, The Trends Journal, qui donne les tendances. Le dernier, par exemple, montre que en fait, les Américains en fait, s'en foutent de tout, ils deviennent gras, gros, ils sont addicts à la technologie, à des gadgets, un peu comme ce que dit Kunstler dans Too Much Magic. Donc c'est tout à fait intéressant de voir que des penseurs différents arrivent aux mêmes conclusions. Et ça me passionne, ça me fascine, parce que c'est vraiment comme ça qu'on peut identifier le futur. Alors j'ai pris des notes pour vous de la journée d'hier, la première journée de la conférence, il y a encore la journée d'aujourd'hui et de demain. Et je voulais prendre des notes et partager un petit peu avec vous mes réflexions et mes pensées. Alors, tout d'abord, alors je vais faire très très rapidement, parce qu'il y a tout le monde qui arrive et puis on nous attend dans 10 minutes. Euh, Tout d'abord, c'était intéressant d'avoir un compte rendu de l'état de l'économie. Et le point que Gerald voulait faire cette, dans cette conférence, c'était de montrer qu'il y a une intersection néfaste en ce moment entre la politique, l'économie et l'immoralité. Et donc, cette immoralité, cette idée de vouloir frauder, si vous avez eu la chance, si vous avez lu l'introduction, la préface du livre que j'ai fait de James Howard Kunstler, vous voyez à quel point la fraude est omniprésente dans nos sociétés, dans une économie et bien sûr dans notre politique. Et donc il a commencé par cela pour en fait, et c'était une journée sous l'aune d'un aspect assez positif, puisque toute la journée, c'était l'incitation à l'action positive. Il nous disait finalement, il ne tient qu'à vous, et il a pris comme beaucoup d'exemples l'histoire de cette ville, Kingston, New York. C'est une des toutes premières villes aux États-Unis. C'est une des premières villes qui ont participé à la Révolution, donc de 1776. C'est une ville qui a été rasée par les Anglais en 1777. Et donc, elle est très très intéressante contextuellement pour montrer que effectivement, il y a eu des gens qui se sont levés contre la tyrannie, qui se sont levés contre la corruption, qui se sont aussi levés pour leur liberté et qui ont réussi. Et donc c'était très intéressant d'avoir des approches historiques locales. Donc c'est quelqu'un qui sait présenter très très bien et donc de mettre ça dans un contexte. On a beaucoup parlé aussi de comment il travaille au quotidien. Donc il nous a montré comment au quotidien, au jour le jour, quelles sont les informations qu'il regarde, quels sont les sites qu'il regarde. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il cherche les faits. Et donc il regarde évidemment les sites et les journaux, il lit les journaux, les quotidiens. Il a eu beaucoup d'éloges pour The Financial Times, donc publication anglaise. Mais à part ça, il a eu beaucoup de critiques sur beaucoup d'autres journaux où pour aller chercher les faits, il faut vraiment aller creuser loin. Et il montre que les titres, souvent, sont complètement, on le sait, hein, normalement vous et moi le savons, mais les titres sont complètement différents et biaisent l'information par rapport au vrai fait qui, lui, est important. Et donc il montre comment il regarde les sources d'information qui vont... il regarde en fait beaucoup de sources américaines, internationales, russes, chinoises, israéliennes, etc., afin d'avoir de synthétiser ce qui est vraiment important.
et donc de pouvoir sentir au fur et à mesure des journées, des mois, des années, les tendances. Et c'est comme ça qu'il cherche les tendances, et puis bien sûr, il essaye d'avoir un aspect non biaisé. Et c'est de plus en plus difficile aujourd'hui, il le dit, parce que l'immondice du monde de la politique et de la finance qui domine de plus en plus tout, et des grandes industries, eh bien, biaise les informations, et les médias qui leur appartiennent, qui appartiennent à des grands groupes, eh bien, donnent de plus en plus des informations qui sont préconçues. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une conférence de plusieurs grands journalistes qui ont quitté les médias américains, et c'est très intéressant de voir ce qu'ils vont avoir à dire. Et puis, euh, hier, on a beaucoup parlé de créativité, de comment il encourage les gens qui sont déprimés dans le système à faire le pas, à faire les changements nécessaires pour peut-être recréer leur vie et complètement euh, donner un sens à leur vie en aidant les autres, en créant quelque chose dans la communauté. Ça peut être des restaurants, etc. Et ça a été très intéressant. Je me suis permis d'intervenir par rapport à ce que j'explique dans Survivre à l'effondrement économique et mes autres livres. C'est-à-dire que nous avons la possibilité aussi de changer de vie parce qu'il faudra sauver nos fesses, parce que ça va très très mal. Alors il était d'accord, et il a dit effectivement et beaucoup de gens dans l'audience, ça aussi c'était très intéressant, je vous en parlais, sont des gens qui commencent à cultiver leur jardin. Des agronomes, par exemple. Il y a des gens qui sont des professeurs d'agronomie qui écoutent Gerald Celente, qui viennent. Et on a beaucoup discuté. D'ailleurs, je vais aller visiter une ferme de quelqu'un dans quelques mois quand je dois revenir aux États-Unis. Je dois revenir en octobre et j'irai au Québec. Salut Vic. Et donc, il y a une prise de conscience et les gens ont donné leur exemple de ce qu'ils font. Et je suis vraiment étonné qu'ici aux États-Unis, beaucoup de gens, comme vous qui lisez mes livres, avaient fait l'effort de mettre en place des jardins potagers. Il y a des jardins urbains, il y a des gens de New York. New York est à 150 km d'ici, Manhattan. Les gens mettent en place des jardins, mettent en place des systèmes de livres. Et, euh, et donc de jardins urbains, pas de livres, enfin livres aussi, il faut les lire les livres, mais de jardins urbains. Et voilà, derrière moi passe un docteur très intéressant, un cardiologue, on a discuté hier. Là aussi, comment les gens prennent conscience du système de santé complètement horrible et complètement malandrin, c'est le seul mot qui me vient à l'esprit aux États-Unis, où les assurances et les grandes entreprises de pharmaceutiques baissent tout le monde et les rendent encore plus en mauvaise santé que leurs problèmes qui sont déjà amenés par la mauvaise nutrition, etc. Donc il y a une vraie prise de conscience, certes un petit nombre de gens, il y a une quarantaine de personnes ici. Enfin, Gerald Celente est lu et suivi par des milliers et milliers, des centaines de milliers de personnes aux États-Unis. Donc c'était très intéressant d'avoir aussi cette note positive, de dire il faut aller en action. Et donc je m'étais, comme je vous le disais, avant de partir un petit peu, j'avais intervenu par rapport à l'effondrement économique sur lequel tout le monde est d'accord ici. Enfin, les gens qui sont un peu aware, comme dit Jean-Claude Van Damme, et il a raison, les gens qui sont un petit peu, qui ont fait cette prise de conscience se rendent compte qu'on va vers un effondrement économique. Ici aux États-Unis, on le voit pour plein de raisons que je vous expliquerai peut-être plus tard dans une autre vidéo. Mais enfin, on peut bouger, on peut agir. Et c'est pas, on n'est pas là pour se plaindre, on n'est pas là pour pleurnicher. Et ça, c'est toujours quelque chose que j'aime chez les Américains, c'est que bon, même quand ils se rendent compte que c'est foutu, ils se battent, ils bougent. C'est un peuple qui va de l'avant. Parce qu'il y a pas, il y a très peu, historiquement, d'État-providence, il y a très peu de nounous. On doit bouger, on doit se bouger le cul, et ça, j'aime bien chez les Américains. Donc, première journée hier très très intéressante. On a fini en plus avec des groupes de personnes très intéressants. Je n'étais pas le seul à faire des kilomètres pour venir rencontrer Gerald Celente. Il y avait des gens d'Australie, des gens du Japon, euh, des gens de Hollande. Et essentiellement beaucoup de gens des États-Unis, mais qui venaient même de loin, du Minnesota, bon, New York, c'est tout près bien sûr, Chicago, le Massachusetts, pas loin, etc. Donc c'était très intéressant de voir, et je sais qu'il va en faire d'autres de conférences. Donc si vous êtes aux États-Unis ou si vous êtes anglophone, si vous avez les moyens, parce que c'est quand même $800, je crois, la conférence, si vous êtes membre, si vous êtes abonné au Trends Journal, donc quand même. Et en plus, bon, bah, l'avion, c'est facilement 1000 euros. Donc, bon, ça demande un investissement, mais c'est intéressant. Ça permet aussi de s'ouvrir l'esprit. Et puis, bon, bah, moi, c'est aussi mon boulot de réinvestir un petit peu des sous que je gagne grâce au livre que vous m'avez fait l'honneur d'acheter, de réinvestir pour continuer à réfléchir sur ce qui se passe tant que ça va mal, tant que ça ne va pas encore totalement l'effondrement. Malheureusement, on en parle, je vous en parlerai tout à l'heure sur la deuxième vidéo ce soir, enfin, puisque je ferai ce soir la vidéo sur la deuxième journée. Là, il y a vraiment, vraiment des signes de gros problèmes, notamment de guerre, et je vous en parlerai. Donc voilà, donc je vais y aller, on m'attend pour... voilà, je suis à pile à l'heure, donc les Suisses doivent être toujours à l'heure, c'est la politesse des Suisses et des rois.
Et comme nous n'avons pas droit, ben, voilà. Très bien, ben, je vous souhaite une excellente journée, à tout à l'heure. Bonjour Piero San Giorgio. Alors voilà, nous sommes le matin assez tôt. C'est comme ça avec le décalage horaire. Alors voilà, hier, deuxième journée donc à cette conférence de Gerald Celente. Et je voulais vous faire un petit peu un petit compte rendu, comme ça ça peut peut-être vous donner des idées. Alors, il y avait vraiment beaucoup de choses, et en digérant un petit peu déjà la première journée, la deuxième journée, prendre ces informations et les, et les, et les- et y réfléchir et passer la nuit dessus, ça permet aussi vraiment de sortir peut-être la synthèse. Alors, tout d'abord, ce qui est intéressant à dire, c'est qu'au fond, sur il y avait à peu près une quarantaine de personnes qui ont assisté. Donc d'abord sur l'audience, ce qui était très intéressant, c'est de rencontrer des gens qui d'abord venaient du monde entier, de toutes sortes et aussi des États-Unis. Et finalement, j'en ai parlé un petit peu hier, mais ce qui vraiment est intéressant, c'est que ce sont des gens qui ont compris, ou qui ont compris en tout cas une partie de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que nous allons vers une situation économique, énergétique, écologique désastreuse, de plus en plus vite, et que les personnes aux commandes sont de plus en plus des psychopathes, de plus en plus des sociopathes, et paniquent. Et les rumeurs de guerre dont on va parler, enfin c'est pas des rumeurs, c'est que les mouvements vers une grande guerre, comme étant le seul moyen de sortir les États-Unis de son déclin inévitable et voire de son effondrement inévitable, eh bien, se font de plus en plus ressentir par la population. Alors c'est intéressant de voir qu'il y avait des gens qui viennent de professions libérales, des médecins, de professions dans des grandes villes comme New York évidemment, comme Philadelphie. Il y avait des psychologues, des personnes aussi qui sont plus dans des travaux. Il y avait une coiffeuse, il y avait des Canadiens, des Américains, donc. Et c'était très intéressant d'avoir des gens, donc, voilà, un professeur de lycée, un monsieur, un Afro-Américain très très intéressant, très sympa, qui est prof de lycée dans les banlieues du nord de New York, dans Queens, je crois, et qui explique comment, on a parlé de rap, on a parlé, Mathias Cardet, ton livre, il ferait un carton aux États-Unis. Euh, comment toute la jeunesse est en train d'évoluer aux États-Unis entre le côté je suis déprimé parce que j'ai pas d'avenir, entre le côté ce qui compte c'est faire de l'argent, entre le côté de toute façon je m'en fous, je suis sur Facebook toute la journée, et de plus en plus un certain nombre qui utilisent Internet pour essayer de se réinformer. On a parlé par exemple, de comment aussi les gens en parlent autour d'eux, et on se rend compte qu'au fond, nous sommes des millions à avoir compris, mais qu'autour de nous, souvent, nous n'osons pas en parler parce que dès qu'on parle de oui, mais l'économie va pas ou va pas bien, tout de suite on nous dit mais non, qu'est-ce que tu dis, ça ira bien. Vous savez, ce sont des choses dont on a parlé dans Rue Barbare, dans Survivre à l'effondrement économique, sur comment convaincre nos proches. Et même dans Femmes au bord de la crise, il y a tout un aspect par rapport à ça, qui est le témoignage de femmes qui en parlent. Et donc, voilà, ici c'est très intéressant. Alors on a parlé des différentes hypothèses sur ce qui s'est réellement passé, par exemple sur le 11 septembre, et les gens sont assez clairs ici, ils savent très bien exactement ce qui s'est passé. Il n'y a plus beaucoup d'hypothèses divergentes. Je crois que pour eux, pour la plupart des gens, donc dans ce genre d'environnement, ben voilà, on sait qu'on nous a menti, et que ça, en gros, c'est raisonnable. Pour eux, c'est enfin pour nous tous en fait, c'était très agréable de rencontrer des gens qui ne nous répondent pas, mais non, les gouvernements ne mentent jamais à leur population, voyons. Ce sont des gens honnêtes. Bien entendu que non, nous le savons. Donc c'était très intéressant déjà sur cet aspect-là. Alors, c'était... Alors, deuxième journée, alors tout d'abord, c'était très très intéressant, toujours, d'entendre Gerald Celente. C'est quelqu'un avec un bagou très très agréable, beaucoup d'humour. Il a ce côté d'italien du Bronx, de Brooklyn, enfin il est du Bronx lui, mais vraiment il a ce côté, le type qui sait s'y faire. Voilà, je veux dire, c'est vraiment Robert De Niro de ce côté italien américain, très malin, très efficace, enfin, d'origine du sud d'Italie. C'est des Napolitains pour la plupart. Donc c'est des gens intelligents, c'est des gens malins, c'est des gens qui bougent. J'adore. Et, euh, et bref, c'était très intéressant de discuter d'abord des structures sociales et économiques aux États-Unis. Il nous parlait par exemple, aux États-Unis, 41% des naissances
se font dans le cadre de familles monoparentales, donc des femmes seules. 41% des naissances aux États-Unis, c'est juste gigantesque. Ça veut dire qu'il y a un délabrement social, une destruction de la famille absolument phénoménale ici aux États-Unis, avec les conséquences que ça amène au niveau du travail, au niveau de la pauvreté, au niveau de la capacité à subvenir aux besoins, à l'éducation, à bien s'occuper des enfants. Donc il y a une bombe à retardement gigantesque qui est en train de se poser. De l'autre côté, il y a plus de 70 millions sur les 315 millions d'habitants aux États-Unis. Il y en a 70 millions qui ont plus de 65 ans qui sont en retraite maintenant. Et donc ces baby boomers qui commencent à leur retraite maintenant, qui va s'en occuper? Qui va payer pour eux? C'est visiblement pas leur famille. C'est visiblement pas l'État qui est surendetté, qui va jamais payer. Il donnait des exemples d'entreprises qui ont des chaînes de gestion de maisons de retraite et qui, en fait, l'État leur doit des sommes considérables puisque l'État doit leur payer une partie des coûts de prendre en charge des personnes âgées, puisque l'assurance paye directement la maison de repos. Mais en fait, l'État ne paye pas. Pourtant, l'État imprime énormément d'argent, mais cet argent, il est utilisé pour renflouer Wall Street et tenir les actions assez élevées. Alors là, on a eu une semaine avec un petit soubresaut, mais cet argent n'est pas injecté dans l'économie, évidemment, puisque de toute façon, s'il était injecté dans l'économie, il y aurait une crise inflationnaire. On va en parler aussi. Donc cet argent maintient la bourse, maintient le cours des actions en bourse à flot, mais donc ça permet à des gens très très riches d'acheter et de vendre et de rester, en tout cas d'avoir l'illusion d'avoir beaucoup d'argent, et aussi aux fonds de pension d'avoir l'illusion d'avoir beaucoup d'argent justement pour payer les retraites. Mais la réalité, c'est que pas d'argent à injecter dans l'économie. Or, l'économie est exsangue. L'économie, elle n'en peut plus. Justement, les gens ne sont plus payés, l'armée n'est plus payée, il y a moins en moins de maintenance dans les systèmes d'armement. On sent que c'est la fin. On sent que c'est la fin des haricots. Le gouvernement n'arrive plus à suivre. Et justement, ce gouvernement est corrompu. Un exemple de corruption, d'ailleurs, c'était très intéressant, c'était comment on triche sur les chiffres, par exemple, de l'inflation. En fait, dans le panier de biens et produits qu'on considère pour l'inflation, alors j'en parlais déjà dans Survivre, parce que j'avais cité l'excellent travail qu'avait fait Mireille Zaki dans son livre également, c'est-à-dire que dans le panier des biens qui sont considérés comme pour l'inflation, eh bien on enlève tout ce qu'il y a de l'inflation. Donc typiquement, quand on voit que la viande augmente, on remplace le steak par de la viande hachée. Évidemment, c'est moins cher. Ils disent oui, mais c'est équivalent, c'est quand même de la viande, etc., etc. Typiquement, ce qu'on fait, si on triche en disant, voilà, comme votre ordinateur qui coûte 1000 $, maintenant il est 50% plus puissant. En fait, on va considérer qu'il vaut 750 $. Donc 50%, 25% en moins. Logique. Et eux disent, voilà. Or, il vaut quand même 1000 $. Il faut quand même le dépenser à 1000 $, voire. Donc en fait, ils trichent là-dessus. Et ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est qu'ils ont enlevé de l'inflation de plus en plus la nourriture et le carburant aux États-Unis. Donc ils considèrent que les gens n'ont pas besoin de se nourrir et n'ont pas besoin de se déplacer. Et donc voilà, c'est enlevé de l'inflation. Donc évidemment, l'inflation reste basse. Et pourquoi ils gardent l'inflation basse? Alors évidemment, c'est pour montrer que tout est sous contrôle, mais surtout, et ça c'est très intéressant de discuter avec Celente là-dessus, c'est que en fait pour eux, l'idée c'est que comme énormément de pensions et ce que l'État doit verser comme argent justement pour les retraites, etc., et pour les chômages, etc., est indexé sur l'inflation. Donc on va surtout pas montrer la vraie inflation, qui est quand même considérable. Et moi, je vois le prix des biens. Une brosse à dents, c'est 4 $. Enfin, avant, c'était 50 cents. On voit de l'inflation partout, et ça, c'est un mauvais exemple, parce que c'est un produit, mais il faut voir dans la nourriture. Avant, on avait, je sais pas, il y a 15 ans, quand je travaillais beaucoup aux États-Unis, je sais pas, un sandwich, c'était 1 $, 2 $. Maintenant, c'est 6, 8, 9. Et on voit ça dans tout. Donc, l'inflation est maintenue basse pour ne pas payer plus, pour que l'État n'ait pas à payer. Donc au plus d'être une fraude, ça démontre bien qu'il y a un vrai problème de solvabilité, qui est le même dans tous les pays occidentaux, hein, de plus en plus. Et ça, c'est vraiment terrible, parce que les vieux vont commencer à être indigents, ne plus avoir d'argent, ne plus pouvoir se nourrir.
ne plus pouvoir se déplacer, surtout quand ils sont malades. L'armée commence à rouspéter, mais sérieux, on va en reparler. Il y a également, qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit que les dépenses dans tout ce qui est infrastructure sont très basses, il n'y a plus de trains qui marchent, les routes sont dégueulasses. Alors bon, dans les quartiers riches où la commune qui touche beaucoup d'impôts parce qu'elle est peuplée de gens fortunés, là ça va. Mais dans le reste, c'est laissé complètement à l'abandon et on a l'impression de tomber. Je veux dire, j'ai l'impression d'aller dans un livre de Mark Twain où on décrit les États-Unis du XIXe siècle, ou de Dos Passos ou de Steinbeck, dans un de ses romans où on voit la Grande Dépression. Enfin, c'est ça. Alors, c'est pas nouveau, hein, je l'avais déjà vu, je vous en avais déjà parlé les années précédentes, mais vraiment, on sent que dans les chiffres de la comptabilité, c'est terrible. Alors, ce qui était intéressant, donc, c'était dans cette journée d'hier, c'était aussi de discuter des médias. Donc, on avait un ancien de grands médias, je crois que c'était Wall Street Journal ou New York Times. Il y en avait deux anciens médias qui sont venus parler un petit peu de l'état des médias aux États-Unis. Alors, c'est très intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que, comme partout, comme en Europe, il y a une consolidation, ça c'est nouveau. Alors, je pense qu'il faudrait faire une vidéo en soi pour parler de comment sont structurés et comment était l'évolution des médias. Mais pour faire court, les médias américains ont toujours été, contrairement en Europe où on a des médias qui sont plutôt de gauche ou d'autres certains plutôt de droite, même si la majorité des journalistes, ils le disent ici aussi, 99% des journalistes sont de gauche aux États-Unis. Eh bien, les médias ici ont toujours une tradition d'être non polarisés. Dans les années 50, 60, 70, le grand truc, c'était que les journaux avaient vraiment une profession de foi de neutralité. Ils enquêtaient, ils faisaient vraiment beaucoup d'enquêtes. Ils ont déboulonné Nixon, faut pas l'oublier, un président. Ils faisaient énormément de travail d'investigation. Ils faisaient également beaucoup de travail indépendant, puisque pratiquement tous les journaux, même des journaux très petits, avaient des correspondants à Washington, et même pour beaucoup avaient des correspondants à l'étranger. Tout ça, ça a disparu à partir des années 80, puisque finalement, comme les journaux étaient très rentables, les fonds d'investissement de Wall Street ont acheté de plus en plus des journaux. Alors, il y a tout un mécanisme qui nous a expliqué, qui est très intéressant. Et en achetant ces journaux, ces groupes de presse se sont consolidés de plus en plus. Et pour faire encore plus de marge, on virait de plus en plus, justement, ces correspondants, on centralisait l'information. Et aujourd'hui, il montre qu'il y a des journaux, il y a des conglomérats de plusieurs milliers de journaux locaux, où toute l'information, à part un correspondant local qui fait les chats écrasés dans la ville, le reste est tout consolidé à un seul endroit où toutes les informations pour tous les États-Unis viennent d'une seule source. Et cette source, eh bien, elle va s'apprévisionner en termes d'informations auprès de AFP et d'autres endroits qui sont eux-mêmes déjà biaisés. Donc en fait, on se rend compte que ça explique pourquoi dans le monde entier, tous les groupes de presse, tous les journaux, en gros, ils disent en gros la même chose le même jour au même moment. Et il y a une frustration énorme de la part des professionnels de la presse qui quittent tous pour aller sur les médias indépendants, sur Internet quand ils peuvent, et une certaine frustration d'une partie de la population qui se rend compte, bon, la majorité, elle gobe ce qu'on lui donne à gober, mais une partie de la population commence à être frustrée parce qu'elle se rend compte qu'on lui dit n'importe quoi, et ça commence à gronder à ce niveau-là. Notamment au sein de l'appareil militaire. Alors ici, c'est pas loin de West Point, j'ai des connaissances, j'ai des amis, je vous en dirai pas plus, mais en gros, c'est surtout dans l'armée. Mais ces gens sont énervés parce qu'ils se rendent compte qu'on leur a menti pour le 11 septembre, on leur a menti pour l'Irak. Encore aujourd'hui, 40% des Américains pensent que c'est Saddam Hussein qui a commis le 11 septembre. Ils sont mongols. Mais c'est comme ça. Quand on n'est pas éduqué, quand on n'a pas de source d'information, en plus on est un peu bête, voilà. Ils se sont fait avoir sur l'Afghanistan, ils se rendent compte qu'on leur a menti sur la Libye, on leur a menti sur la Syrie, on est en train de leur mentir sur l'Ukraine, et ils sentent, et ils se préparent à la guerre. Et ils se disent, mais attendez, on nous enlève nos droits ici aux États-Unis, on nous surveille, c'est contre la Constitution. Nous sommes en train de devenir, donc ce qu'ils me disent, c'est que nous sommes en train de devenir une tyrannie. Et que finalement, le gouvernement de Washington, Obama, Bush, tout ça, c'est la même chose. Et les oligarches derrière, c'est beaucoup plus tyrannique que le roi d'Angleterre à qui nous avons botté le cul dans cette ville, en commençant par ici, dans les années 1776-77. Et donc, ça gronde. Et on parle de plus en plus, j'entends de plus en plus des
des discours de sédition, de gens qui se disent, ben, nous on va s'armer, et le jour où il faudra, on va marcher sur Washington et on va faire la révolution. Et on va déboulonner ces mecs, on va les envoyer à coups de pied dans le cul aux Bahamas ou dans les îles Vierges, là où ils ont leur compte en banque, et on va reprendre contrôle de notre pays. Et j'entends ça de gens de la rue également, mais je vous dis, j'entends ça de colonels. Enfin, c'est pas des troufions qui vont sur Internet et qui pensent qu'il y a des reptiliens. Je veux dire, c'est vraiment des gens éduqués qui se renseignent, qui ont accès à de l'information privilégiée, qui ont voyagé, qui ont fait le monde. Donc, ça reste des gens d'importance aux États-Unis. C'est des gens qui ont des entreprises, c'est des gens euh, qui commencent vraiment à en avoir assez. Et ça se propage, ces informations se propagent. Donc je ne suis pas étonné. Alors on a parlé aussi dans ces conférences en fait, du risque de guerre en ce moment. Donc Gerald Celente nous dit, il nous emmène vers la guerre. Parce que la guerre, c'est le... D'abord, enfin, lui pense parce que c'est des fous. Et ben, c'est clair qu'aller en guerre contre une puissance nucléaire comme la Russie, en sachant que Napoléon n'a pas réussi à défaire la Russie, Hitler n'a pas réussi à défaire la Russie, c'est quoi? C'est Obama qui va y arriver. Ce mec je veux dire, c'est une brindille. Ok, il parle mieux que Bush, mais je veux dire, c'est un pantin avec un ego surdimensionné, enfin c'est minable. Bref, on le savait, hein, on l'avait dit, tous les Européens qui étaient là, Obama, juste parce qu'il est africain, je veux dire, vous êtes débiles. Bref, voilà, donc on va vers la guerre. Et donc on essaye de, donc le message de Celente et des autres intervenants était d'abord, donc il y avait aussi un excellent des artistes qui sont venus pour montrer un petit peu comment une certaine dissidence dans l'art est toujours très forte aux États-Unis et que cette dissidence n'est plus genre on va lutter contre le racisme, des trucs débiles qui n'ont plus de sens aujourd'hui. Cette dissidence aux États-Unis, elle est contre le gouvernement. Elle est sur justement ce que le gouvernement dit, oui mais c'est des théories du complot. Non, c'est pas des théories du complot, c'est des hypothèses avec des faits qui les basent et qui montrent que probablement les vrais théoriciens du complot, c'est le gouvernement qui nous raconte n'importe quoi. Et donc les artistes s'engouffrent dans ces brèches et il y a une certaine sous-culture artistique aux États-Unis qui est complètement acquise à la révolte contre le gouvernement qu'ils considèrent tyrannique également. Donc quand il y a l'art, les sous-cultures artistiques, de plus en plus les forces armées et de plus en plus de citoyens, alors certes, ça reste un petit nombre, mais enfin on sent que c'est en train de bouger. Alors je vais poser la question notamment en disant, mais au fond, il y avait ce mouvement de Occupy Wall Street, donc où il y avait ce mouvement des 99% dans les rues, et où est-ce qu'il est aujourd'hui? On ne les voit plus, et il nous dit, ben, c'est parce que vous n'avez pas vu à la télé, ce qu'on sait nous, c'est qu'ils ont été frappés, la police s'est lâchée sur eux, leur ont fracassé le crâne, et bon, les gamins, au bout d'un moment, quand ils voient 3-4 personnes à qui on a fracassé le crâne, et qu'ils voient que bah, le moment n'est pas encore opportun pour prendre les armes, on va dire ça comme ça, hein, c'est comme ça, eh bien, bah, ils sont rentrés chez eux. Et donc, ils ont été, entre guillemets, massacrés. Alors, évidemment, il y a eu quelques morts, hein, quelques blessés, mais enfin, avec les médias, ça a été suffisant. Les gamins, ils n'ont pas envie de se faire fracasser la tête à coups de matraque par la police ici. Police sponsorisée par les banques. Vous rappelez-vous que la police de New York avait reçu des millions de dollars en cadeau de la part de Goldman Sachs. Enfin, c'est pas par hasard. Et donc, on voit que ces mouvements, ils sont sous-jacents. Il nous dit, ils sont encore là, il y a cette révolte qui gronde, mais l'Amérique est devenue un État policier, un État militaro-industrialo-financiero-policier, qui verrouille de plus en plus les libertés individuelles, supprime parfois beaucoup de libertés individuelles, qui sont chères aux Américains. Et donc il y a cette tension qui est en train de croître, et en même temps, justement, cette fuite en avant de la part de l'État, par la dette, par l'illusion d'avoir des gaz de schiste et des pétroles complètement, alors qu'on sait que les chiffres ont été complètement faux, ils ont été exagérés de plus de 90%. En fait, la réalité, elle est à 5-10% de ce qui a été annoncé. Donc, en fait, il n'y a pas du tout d'autonomie énergétique de la part des États-Unis. Et justement, la perte de contrôle de là où sont passés les États-Unis, il y a du chaos en Irak, en Libye, le bordel qu'ils ont foutu en Syrie, même en Israël, on ne sait pas tellement qui gère quoi, ça n'a aucun sens, à moins que ce soit simplement de l'arnaque. Simplement, tout ça soit finalement
un chaos organisé pour pouvoir vendre des armes et avoir une commission dessus, aussi simple que ça. Je crois que ce qui se passe en Israël, c'est beaucoup ça. Hein. C'est beaucoup, on va dépenser des sous, on va utiliser nos armes, on va remplir les stocks, ça va faire quelques milliards qui vont être dépensés, en plus ça va être dépensé par les États-Unis, et là-dessus, les politiciens touchent leur commission. Et puis s'il y a des soldats israéliens, puis des milliers de Palestiniens qui meurent, on s'en fout. C'est comme ça. Hein. Donc, on a conclu en fait hier par la, la journée par un message en fait que j'ai trouvé vraiment bien parce que vous savez, moi je parle d'effondrement économique depuis maintenant pas mal d'années. J'ai la chance d'avoir eu un succès avec mes livres. Survivre marche très très bien encore aujourd'hui. Rue Barbare, qu'on a coécrit avec Gaulois, c'est un livre vraiment, moi je trouve exceptionnel ce livre. Femmes au bord de la crise, il commence à bien se vendre parce que au fond il touche la moitié de l'humanité et puis nos femmes, nos mères, nos sœurs, nos filles, on doit les aider à prendre conscience également. Et mais au fond, je le reconnais, il y a un côté anxiogène. Alors j'essaye d'écrire dans mes livres qui a un côté d'espoir, parce qu'on travaille. Donc, mais c'est vrai qu'il y a un côté anxiogène. Et c'est vrai que comme je ne parle que de ça, mais évidemment les gens ils me voient parler que de ça. Évidemment ceux qui me connaissent bien, ils savent que je parle d'autre chose, hein, que j'ai beaucoup d'autres centres d'intérêt, que je vis aussi. Je fais pas que de la préparation, quoique c'est la plus grande partie de mon temps. Mais, euh, mais en fait, probablement que je donne l'impression de ne pas donner assez d'espoir aux gens ou de ne pas parler de choses positives. Moi, j'aimerais bien parler des papillons et de la beauté. On avait des artistes qui nous parlaient, par exemple, hier, de la beauté comme étant un élément essentiel à développer dans nos vies. Et bien sûr, ils ont raison. Et je suis d'accord avec ces choses et j'essaye de le faire. Alors, moi, je ne suis pas un expert en beauté, hein, vous l'avez remarqué. Je ne suis pas du tout un expert en art. J'aime bien les fusils d'assaut, je trouve que c'est beau. Bon, enfin voilà, j'y connais rien en art, tout ça pour dire. Bon, enfin, ce qui est intéressant, c'est que le message de fin de la conférence hier, alors là, on va aller à un brunch ce matin tous ensemble, et je vais faire, et vous allez voir l'interview que j'ai faite de Gérald. En fait, son message, c'est un message de paix en disant, nous devons tout d'abord passer à l'action, nous sommes tous responsables de parler autour de nous, de nous informer, ensuite de transmettre cette information, de prendre le risque. Et tant pis si les gens nous disent vous êtes fous, on n'y croit pas, etc. Et parce que dans l'histoire, toutes les choses importantes dans l'histoire ont été faites par des gens qu'on a blâmés, à qui on a dit qu'ils étaient fous, on a essayé d'empêcher. On peut prendre l'exemple de Gandhi, on peut prendre l'exemple de Nelson Mandela, on peut prendre l'exemple des révolutionnaires américains, ils étaient une poignée au début. On peut prendre l'exemple partout dans l'histoire d'individus qui, pour le bien ou pour le mal, on s'en fout. Hein. Je veux dire, à la limite, le concept, il est valable aussi pour un Adolf Hitler ou pour un Vladimir Lénine. Comment il s'appelait déjà? Lénine. Ulyanov, il s'appelait. Ou d'autres. Napoléon, c'est un individu. Il prenait l'exemple de Napoléon. C'est un mec, tout d'un coup, en 1793 ou 16, je ne sais plus. Tout d'un coup, c'est lui qui a décidé de mater les révoltes, et puis il a rempli le vide. La nature a horreur du vide. Donc nous devons remplir ce vide, tant dans la réinformation, mais aussi dans l'action. Et ce qu'il nous a encouragé à faire, c'est d'envoyer un message de paix. Et vous pouvez aller sur son site. Il a lancé hier, le 2 août, un programme qui s'appelle occupypeace.us. Donc le site, c'est occupypeace.us. Peace, P-E-A-C-E. Et qui donne quelques idées assez géniales sur comment on peut aller dans les médias et faire une pression, et également dans la rue, et faire pression sur nos politiciens corrompus et débiles, pour éviter la guerre. Parce que cette guerre, c'est peut-être la dernière. Ça, c'est pas la troisième guerre mondiale, c'est la dernière guerre mondiale, si on fait une guerre avec la Russie, contre la Russie et la Chine. Alors quand je dis on, c'est eux. Il faudrait arrêter de dire on. Nous ne sommes pas ceux qui foutons le bordel. Nous ne sommes pas même l'Occident, c'est pas eux. Ces gens veulent la guerre, veulent la mort, et nous devons les combattre. Et nous devons les combattre de manière pacifique, tout en étant préparés à notre autonomie, à notre résilience. Et c'est un message que Gerald Celente entend, et qu'il fait. D'ailleurs, la plupart des gens qui étaient là, ils ont une base autonome durable d'une manière ou d'une autre, donc ils étaient très intéressés par ce que j'écris, donc on a beaucoup discuté, on a beaucoup échangé. Mais ce message de paix, il faut le lancer, il faut le transmettre.
Et, euh, et moi, je vous encourage donc de continuer d'abord à vous réinformer, de réfléchir par vous-même, toujours, de faire votre travail, de vous préparer à ce que vous pensez être ce qui va arriver. Alors moi, dans mes livres, je vous donne quelques conseils, je vous donne certainement mon avis. À la fin, vous faites ce que vous voulez. Et puis, euh, d'apprendre peut-être à influencer la politique autour de vous avec ce message de paix. On n'a rien à perdre et ce sera important. Ensuite, advienne que pourra et on fera ce qu'on peut. Mais au moins, nous aurons essayé. Donc, je vous laisse sur ceci et eh bien, j'espère rentrer chez moi en Suisse tout à l'heure et j'espère que ça se passera bien. À très très bientôt. Hello, this is Piero San Giorgio. I'm here today in Colonial Kingston, New York, a beautiful place in the Mohican building with Gerald Celente. Buongiorno. Buongiorno. For those of you who maybe don't know Gerald, you have been forecasting accurate trend for so many years. It's such a pleasure to be here for your conference. Can you tell us a little bit about the conference, what you're doing here in the Mohican? First of all, this is the Hudson Valley. This is the first area settled by the Dutch. This is the foundations of democracy were sown in this area. The Constitution of the United States was copied from the New York State Constitution, which was written right across the street in the courthouse. And the land that the courthouse is on, and the old courthouse, is the original. Down the street is the 1777 Senate House. It's the oldest public building in America. It's not old for Italy, but it's old for here. And the four corners over here are the most historic four corners in the United States. The only place on each corner where there's a stone building that predates the Revolutionary War. So this is a very important area, not only of what we're doing, but of what America used to be about and the foundations upon which the principles of this nation were built upon. This past weekend we had a conference. It was called History Before It Happens. And we had people from all over the world, including from Switzerland and from Australia and from Hawaii and from Japan and from Alaska. People from all over coming here to learn how we forecast trends, the trends that are going to be developing in the future, and what you can do to help direct those trends, how to avoid the negative trends, profit from the positive trends, and to understand how the current events form future trends. So it was a watch, a look, and a listen type of conference. And around it all, and the foundation upon which it was built, are two building blocks. One is that if you show the people later on, these are our offices. And our offices are filled with beauty. Beauty in art, beauty in culture, beauty in design. And the second part of the foundation upon the meeting is think for yourself. Don't let anybody sway you. Know the facts and make up your own mind. My dear father, may his soul rest in peace. He was originally from Vica Quenz, down near Pompeii and Sorrento. And when I was a little boy, I'd be driving along with my father in the car, and I'd be shooting my mouth off, and he'd look over at me, and in a dialect from Vica Quenz, he'd say, Papawa, parrot, papagao. Stop repeating what everybody else is saying and think for yourself. I heard that about 4 times, 5 times. And I realized that before I opened my mouth, I better know the facts. Because I didn't want to be Papawa. Because I respected my father. And I respected all my relatives, my aunts and uncles and grandparents. And I never wanted to feel foolish in front of them. So
You learn to lose your ego, and you stick with the facts. The meeting here, there were two things that we attempted to do, that we believe we did. One was to provide information that people wouldn't find anywhere. And we did that. And on a number of levels. The CEO of the Trends Research Institute, his name is Derek Osenenko. And he was the executive editor for the Gannett News Service, which is the biggest newspaper chain in the United States. And he and another gentleman that puts our Trends Journal together, they talked about the inside of what actually goes on in the newspaper business. People don't know this stuff. For them, it's just an everyday occurrence. And what they were doing was bringing out from behind the scenes what's in front of the scenes. And as another important element of what we do, it was also bringing art into what we do. So we brought in Eugene Gregan, famous Hudson Valley artist, to talk about the art murderers. Because when you look at the greatness of the art created over the centuries and what they call art now, the art now is like what music is. It's not music. Rap is not music. Rap, you could call it poetry, you could call it verbal expression, but it's not music. You don't have to know how to play the violin to do rap. To play the violin as a master is continual practice for your entire life. To create rap, you need a computer and an attitude. You don't need a talent. So the elements of the conference were that we would show the trends that are developing and show how one person can make the entire difference of a world. And we had as other speakers the commissioner of jurors when they call for jury trial. And he's a historian. And he came in and told about the area and the academy where we held it at, the 1774 Academy, and the famous people that went to school there. And he said, as he was talking about all the different events that happened here, including the abolition, the end of slavery, famous case, right, at this courthouse. One woman. And as I pointed out, with the genocide being committed against the Palestinians now, that one man started the whole Zionist movement. Like him, hate him, believe him, disbelieve him, whatever. Theodore Herzl for Budapest. One man. George Bush, one man. Tony Blair, one man. Berlusconi, one man. Yeah. Now, a lot of people are following the Trends Journal, which I'm subscribed myself, and that was certainly one of the sources that brought me to write my books when I started many years back. And today, the trends seem also quite, there's a lot of bad trends. You mentioned the risks of war, the risks of terrible economic collapse that is upon us, of financial fraud and collapse across the United States and the world. I've seen that you want to focus on the positive, and it's really what we should do. However, can you tell a word on what you think the next few months might bear as further bad news in today's world? Well, the bad news is what's going on in Ukraine. It's right next door to Europe. According to the European Union, Ukraine is European. So look at the problems you're having now with the sanctions. Look how that's going to affect the European economy. Winter's coming up. What are gas prices going to be costing people? 30% of the gas comes from Ukraine that services Europe. What if war starts spreading into Europe?
What if errant missiles start falling into Czech Republic or Poland? We're in trouble. What happens with the Israelis? They're attacking Gaza. What if something starts happening between them and Lebanon? Then you're going to see a war break out. And people forget this. Israel lost the war against Lebanon the last time around. They could beat armless Gaza, people in Gaza, with Israel's 236 F-14s, with their thousands of tanks, with their tens of thousands of armored personnel carriers. They could beat nearly defenseless people, but they're not going to be able to beat Hezbollah. And it'll start spreading into a regional war if it's not stopped. So I can't say what's going to happen, but I could say if the trends continue, this is what you can expect. It's also happening at a time when the global economy is destabilized. Now you throw a pressure on top of that, and it crashes it. That is the fear. In my book, I try to give solutions to people on how to survive the economic collapse. One of the things that I picked up in this conference was that you try to give the message of hope, but also to act for influencing society and try to bring peace. You launched yesterday the occupypeace.us website and ideas and movement. How do you see that spanning out over the next few months? Well, I mentioned that this is the cradle of democracy. The roots of democracy were planted right here. And every one of the founding fathers, beginning with Washington's farewell address, no foreign entanglements. It was very clear. So that's what it's based upon. Rebuild America, no foreign entanglements. What are we doing with a base in a military base in Italy? You can't take care of yourself? What are we doing with military bases in Germany? You can't take care of yourself? It's not our fight. You want to kill each other, kill each other. The people in Detroit can't pay for their water. They shut the water off. And now they want to start more wars? What war? They have the Korean War, they lost it. The Vietnam War, they lost it. The Iraq War, they lost it. The Afghan War, they're losing it. The longest war in American history. And now they're going to start more war. How about Libya? Look what those slimy, disgusting people did. They destroyed the country. And who were they? Yeah, the Cameron, Sarkozy, Obama, Berlusconi. They were using the Italian bases to go in and bomb from. And what did the people do? Nah, whoop, 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 whoop. Nothing. Nothing. It's the people's fault. The people have turned cowards. I agree. Now, I come from a small country, I'm Swiss. We still we're maybe one of the few places left in the world where there is still direct democracy. What's your take on that? Is it something we can I'm a true push? believer of I try to push direct democracy. It's going to be part of the Occupy Peace movement. Let the people vote. You want to go to war? Let the people vote. You want to bomb Libya? Let the people vote. You want to invade Iraq? Let the people vote. Because the people that send us there, they don't send their kids and they don't send themselves. They only send you and your children. And they take your money to do it. As you pointed out yesterday, that America's federal income tax was a result of World War I, the most unnecessary war that any historian ever knows. And there's a picture over there of my great uncle, Giuseppe Bassiliere Boccaro, from Ottaville Appina. Yeah, maybe they met my grandfather on the and he died. And he died. Yeah. Sad, huh? Yeah. For nothing. For nothing.
He died for sick people that sent him there. And people listened to sick people to tell them how to live. And Italy knew they started 1 year after the others. They knew that it would have been a butchery. At least the others weren't sure. It's terrible. One final question to end in a healthy and positive way is you have forecasted trends about health, clean food, clean water. You are in a very good health. What's your secret? What's your secret for people to be healthy? Anything I eat of the highest quality. And when you eat a lot of high quality, you need less volume. You don't need as much. And I stay active. I work out virtually every day. And I meditate. And that's a really important part of it. Everybody has the movie going on. And it's important to stop the movie as much as you can. And when you do, you let new thoughts come into you. But because everybody thinks they have the only movie in the world. So what I do is I stop the movie. And as I thank the ancestors every day. The old ancient Romans used to do that. Yeah, all the cultures. Yes, it's very important. And I start with my great-grandmother, whose only photo I have. And she was from Alta Delle Erpine. And I go through the whole list. My parents, my aunts and uncles. Think of all the cousins, all the great aunts and uncles, and all of the ancestors. And I thank them for all that they've given me and to guide and protect me. And so the health that I stay in, I believe it's physical, emotional, and spiritual. I was asked a question yesterday that people have heard me say it. My definition of hell is taking that last breath and knowing you weren't the person you said you were or could have been. And I don't want to go to hell. That's great wisdom. Finally, I wanted to thank you. And speaking of Italy, I want to bring you some biscotti from my hometown in Casale Monferrato in Piemonte, in North Italy. Oh, Piemonte. So I don't know if it's super healthy, but they're really good. I know. As I said, it's not about healthy. It's about eating quality. That's homemade. I know. It's quality. You don't eat the whole box at one time. No. You don't could, eat but the espresso in the morning. Exactly. I know. Yes. So thank you very much. Thank you very much, honored. It's a pleasure. It's an honor. Great. Okay, we're done. Put the vacuum. Thank you very, very much. Actually, I also had some Swiss chocolate, but... Oh, wow. But unfortunately, it melted in the car. That's all right. It's still chocolate. That's fine. You can still share it with Thank you. everybody. Bonjour, eh bien me voilà rentré en Suisse après ce court voyage aux États-Unis pour aller à la conférence de Gerald Celente. Donc j'ai mis la conférence, elle n'est pas sous-titrée en français pour l'instant. Peut-être aurais-je le temps de le faire. Là j'ai un peu la tête dans le cul après le voyage, c'est normal. Donc voilà, je voulais conclure en disant que vous avez pu voir le personnage. Peut-être vous le connaissiez déjà de toute façon. Et voilà, j'ai trouvé, comme j'ai la tête un peu fatiguée, je ne vais pas faire un raisonnement très logique, j'allais dire poussé, mais je ne sais pas si je fais des raisonnements poussés, moi, j'en sais rien. En tout cas, je vais vous donner un petit peu mes sentiments, mes émotions après cette rencontre. Tout d'abord, j'ai rencontré quelqu'un de chaleureux, de passionné, d'aimable. En même temps, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, c'est quelqu'un il vient du Bronx, c'est quelqu'un d'une famille napolitaine. C'est des gens qui savent lire les gens, ils savent, c'est pas des naïfs, c'est des gens streetwise, comme on dit en anglais, c'est-à-dire c'est des gens habiles à connaître les gens, les choses de la vie et ne pas se faire avoir, bien que ça lui est arrivé aussi, hein, il en a parlé, comment il s'est fait avoir par John Corzine, qui a simplement piqué l'argent des clients dans sa société d'investissement. Il a simplement pris l'argent. Voilà. Il s'est servi dans la caisse et il a fermé la boîte et il n'a rien eu parce que c'est un ami du président Obama et de politiciens. Voilà, c'est comme ça qu'on vole. Il ne faut pas aller voler des mobilettes, il faut voler des milliards de dollars, c'est beaucoup plus rentable. Et en plus, on ne va pas en prison, en tout cas aux États-Unis. Et bref, c'est quelqu'un d'humain, de chaleureux, avec voilà, une certaine grande générosité. En plus, voilà, vous avez vu comme il réagit par rapport à
à ce qui se passe en ce moment à Gaza. Il réagit de manière extrêmement émotionnelle, humaine, c'est-à-dire il trouve insupportable qu'un État puissant et violent puisse écraser sous les bombes une population à majorité civile. Et la manière dont il l'exprime voilà, est touchante. Il est surtout aussi, ça j'ai découvert dans cet homme, un patriote, un vrai patriote américain, c'est-à-dire quelqu'un qui croit que l'Amérique, c'est un pays de liberté, devrait être un pays de liberté. Il croit que dans la ville où il est, où de nombreux, ces grands intellectuels du XVIIIe siècle ont pris la décision de déclarer l'indépendance des États-Unis face à la tyrannie britannique et les impôts de la couronne d'Angleterre. Et finalement, il croit encore que voilà, le rôle des États-Unis, c'est d'être une terre de liberté, de, de droit et d'opportunité. Alors il n'est pas naïf, il sait très bien que ça n'a pas été tout le temps comme ça, il sait très bien que c'est un pays avec une histoire également sombre, mais il y croit, et il croit qu'on peut encore le faire. Il est beaucoup plus optimiste dans ce sens-là que moi. Ou disons, il a plus de foi dans l'humain peut-être, dans la possibilité de le faire que quelqu'un comme moi. Alors nous avons parlé un petit peu pas de survivalisme, mais comment survivre à l'effondrement économique. Alors pas forcément dans l'interview, mais autour des cafés, on a fait beaucoup le soir, il y avait des barbecues, donc on a eu beaucoup l'occasion de parler. Alors lui est tout à fait d'accord hein, avec la stratégie de la base autonome durable. Il trouve que tout à fait avoir la capacité, alors évidemment lui accentue, et il a raison, et je le pense aussi, l'aspect communauté, l'aspect social d'une base autonome durable, c'est-à-dire lui travaille par exemple, lui investit son argent dans l'immobilier de la ville où il habite, de la petite ville où il habite, et il essaye de recréer un tissu économique local. Donc il encourage toute la nourriture qu'il y a dans son bar, dans les restaurants autour de lui, etc., est locale. Donc il encourage justement tout le monde. D'ailleurs, on était le soir, on allait dans des restaurants évidemment du coin, etc. Et effectivement, c'était succulent parce que tous les légumes, etc., étaient vraiment des paysans, enfin, de la production locale. Et un petit peu au nord, c'est une grande production. C'est une zone de production agricole de petites fermes. Et donc il encourage ce côté. Donc tout à fait, il était tout à fait d'accord. L'autonomie, lui, il en parle. Il dit clean water, l'eau propre, le clean food, la nourriture locale, bio, l'énergie alternative, lui croit beaucoup dans l'investissement nécessaire dans des énergies de substitution par rapport à, bien sûr, le pétrole, dont les États-Unis sont encore dépendants. Lui ne croit pas du tout hein, au pétrole de schiste. Il dit que c'est une arnaque, et j'abonde dans ce sens également, vous le savez. Et donc, il parle de tous ces aspects finalement de résilience, d'autonomie. Et simplement, il n'a pas le concept de base autonome durable, donc il est curieux de lire mon livre que je lui ai offert. Et donc, bien sûr, la défense, il fait du close combat. C'est quelqu'un qui apprend à se défendre depuis de nombreuses années. Donc, il a fait du karaté, du kung-fu. Il a appris à se défendre dans le combat de rue. C'est quelqu'un qui pratique les arts martiaux, donc il a compris le concept de défense. Alors, à son âge, n'étant pas marié et sans enfant, il a aussi un aspect un peu bohème. Donc, c'est vrai que la défense à tout prix pour défendre sa famille, ça le concerne moins. Et il dit si on m'agresse et si j'arrive pas à être plus fort, eh ben, tant pis. Mais je peux comprendre hein, cette manière de voir dans sa situation. Et puis, bien sûr, ben, le lien social, les compétences, l'hygiène et la santé, cela va de soi. Vous avez entendu ce qu'il a dit par rapport à sa santé. Bien entendu, voilà, le lien social, lui, il le fait au sein d'une petite ville. Donc, en fait, instinctivement, il aimerait que sa petite ville soit une base autonome durable. D'ailleurs, le maire de cette ville est totalement conscient. On a discuté avec le maire de Kingston, M. Gavin, et on a pu voir qu'effectivement, ils font des efforts dans ce sens-là, de rendre leur ville agréable à vivre, moins dépendante de flux d'approvisionnement, moins dépendante même de revenus touristiques, etc., d'avoir une économie locale
Et donc ça va dans le bon sens. Donc il a l'espoir, et c'est un vrai patriote dans ce sens, que les États-Unis peuvent redevenir un monde local, un monde de liberté, et surtout de ne plus aller dans des aventures guerrières internationales à travers le monde. Et, on parlait par exemple à un moment, quelqu'un a posé la question, qu'est-ce que vous pensez de désarmer les citoyens? Et lui dit, moi je veux qu'on commence par désarmer l'armée des États-Unis. Ce qui nous a permis de discuter de l'idée qui est m'est chère, c'est-à-dire du citoyen soldat milicien qui défend en tant que non professionnel, mais en étant bien formé et responsable, le bien commun. Et donc, qui est un peu le modèle traditionnel suisse. Et donc, il était très intéressé, on a beaucoup discuté par ça. Et effectivement, on lui dit, le problème des États-Unis, c'est qu'on a une classe politique corrompue, on a un complexe militaro-industriel et financier qui a complètement corrompu l'ensemble du pays. On a une population qui s'en fout, qui a été lobotomisée par la télé, par la consommation, par le manque de rigueur, le manque de dignité personnelle, etc. Et lui essaye de renverser cela, et ça avance, puisqu'on était de nombreuses personnes à être convaincus. D'ailleurs, c'était très intéressant de voir que, au-delà vous savez, on se moque toujours des États-Unis en disant c'est un pays de gros idiots et incultes. La réalité, c'est que c'est vrai, mais en plus, il y a aussi une grande quantité, parce qu'il y a des universités quand même excellentes. Et puis, sur la masse des gens, il y a aussi des gens cultivés, curieux, qui s'intéressent, et avec une intelligence exceptionnelle et une culture, un bagage culturel exceptionnel. J'ai rencontré un professeur de lycée, un Afro-Américain qui était là, une personne exquise, gentille et très intelligente, qui a vécu dans les années 60-70 le mouvement d'émancipation des Noirs, et qui dénonce de la manière dont celui-ci, comme celui du féminisme, comme celui des homosexuels, etc., ont été dévoyés et utilisés pour devenir aujourd'hui des instruments d'abrutissement de la population, et voire même d'exploitation. Et c'était très enrichissant. Donc il y a des gens aux États-Unis, voilà, un professeur de lycée, comme des universitaires, comme des grands artistes, d'une intelligence, d'une finesse intellectuelle, d'une culture, et puis aussi d'une expérience. On avait des gens qui étaient là, et c'était quelqu'un qui, par exemple, avait fréquenté John Lennon, Yoko Ono, etc. C'était très, très intéressant de discuter comment il lui aussi a vécu les années 60, 70, 80, et comment à partir des années 80, les États-Unis sont partis en couille culturellement, économiquement, financièrement, militairement, et se sont transformés petit à petit dans la dictature enfin surtout financiero-policière d'aujourd'hui. Et donc c'était une expérience enrichissante pour moi, vraiment humainement également. Pas mal d'informations, j'ai encore plein de choses dans ma tête qu'il faut que je décante. Et ça me réconforte dans le fait qu'à travers le monde, nous sommes nombreux à nous battre pour essayer de trouver la vérité, ou en tout cas notre manière de voir la vérité, de la transmettre, de la partager, d'inciter surtout les gens à réfléchir par eux-mêmes, et puis finalement de nous battre pour un avenir meilleur pour nos enfants. Et ça, c'est un message vraiment positif. Et vous savez, quand les gens disent, comme je vous le disais dans une vidéo précédente, dans ce genre d'activité qu'est la survie, etc., il y a un aspect anxiogène, il y a un aspect de peur de la mort, peur du manque, etc. Et c'est indéniable, c'est vrai. Mais il y a aussi un aspect, peut-être on ne le souligne pas assez, il y a un aspect d'espoir, de créer un monde meilleur. Alors, moi, je pense que malheureusement, pas tout le monde va y arriver. Gerald, lui, est plus optimiste, et lui veut y croire qu'on peut changer la société. Et après tout, il faut essayer. Donc, voilà, j'espère avoir pu partager avec vous quelques-unes de mes impressions de ce court voyage aux États-Unis. Je vous en partagerai peut-être d'autres, mais ce sera pour une autre fois. À très bientôt. Ciao.